Bienvenue dans CQFD, l'émission qui décortique un jeu pour en comprendre les mécanismes pour ensuite les reproduire dans Unity. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud et aujourd'hui j'aimerais bien que nous parlions d'un jeu qui m'a marqué à la fin de l'année dernière, Monkage. Je sais pas très bien si c'est la bonne prononciation, mais tant pis. Monkage est un puzzle game qui centre toutes ses interactions autour d'un cube que nous allons pouvoir manipuler pour faire interagir et faire correspondre différents objets dans différents environnements afin de résoudre des énigmes. Ce cube casse les lois de la physique habituelle en faisant appel à ce qu'on appelle une géométrie non euclidienne. Et nous allons voir comment, dans Unity, reproduire cette illusion et les mécaniques de ces puzzles. Allez, c'est parti! Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas d'abord à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir et ça fait avancer la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications et être averti de chaque nouvelle sortie de vidéo. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première sera dédiée à l'illusion d'optique créée à partir des render features et de stencil buffer. La deuxième va s'intéresser à la résolution des problèmes, c'est-à-dire que faire lorsque les deux pièces d'un puzzle sont bien alignées. Et enfin, la troisième partie, nous allons voir comment intégrer une fonctionnalité de zoom dans notre jeu pour rendre ça visuellement encore plus intéressant. On va partir d'un cube dont j'ai détaché deux faces, l'une orientée vers l'axe Z négatif et une vers l'axe X positif, pour créer les fenêtres vers les différents environnements. Pour le mouvement de la caméra, j'utilise Cinemachine et une FreeLook Camera qui suit un GameObject que j'ai placé au centre du cube. Un petit script activera cette caméra lorsque je maintiens la touche CTRL enfoncée. Ce tutoriel est réalisé avec Unity Universal Pipeline. Du coup, il faut donc créer un renderer et le renseigner dans les Player Settings. Pour recréer cette illusion visuelle des fenêtres donnant sur différents environnements, on va utiliser une fonctionnalité de l'URP, les Render Features, et leur Stencil Buffer. Commençons par ajouter 2 layers par côté, un pour le masque et un pour le contenu de chaque environnement. Sélectionnons chaque fenêtre et changeons leur layer pour le masque correspondant au côté. Z-mask pour la fenêtre Z- et X plus mask pour X plus. Sélectionnons ensuite le Forward Renderer Data créé lors de l'ajout du renderer URP. Dans l'option Filtering, décochons les layers que nous venons d'ajouter. L'effet immédiat, c'est la disparition des fenêtres. C'est logique, leur layer n'est plus affiché par le renderer. Nous allons le faire manuellement. Ajoutons un premier render feature nommé X plus mask et exécutons-le avant le rendu des objets opaques. Appliquons ce render feature sur le layer X plus mask et activons l'option stencil. Cette option va effectuer ce que l'on appelle un stencil test sur tous les pixels utilisés pour afficher les GameObjects dont le layer est X plus mask. Ici, l'objet X+. Ce test est divisé en 2 parties. La première va comparer la valeur du stencil de chaque pixel avec une valeur donnée. La valeur de stencil est un paramètre que chaque pixel possède et qui peut être changé au moyen d'une opération de stencil. Si le pixel réussit ce premier test, il peut afficher l'objet du layer. S'il le rate, il ne peut pas afficher l'objet. La deuxième partie
du test va modifier la valeur du stencil du pixel en fonction du résultat du premier test. Ce sont les options pass et fail ici. Ce stencil test, très pratique pour cacher ou afficher une partie d'un objet, est vu plus en détail en description. Dans notre cas, nous réglons la valeur du stencil sur, par exemple, 2. Nous utilisons la fonction de comparaison always pour que tous les pixels des objets du layer X plus mask, quelle que soit leur valeur de stencil, réussissent le test. Et dans l'option pass, on choisit replace. Cela signifie que tous les pixels utilisés pour afficher un GameObject du layer X plus mask vont voir leur valeur de stencil changer pour 2. On fait exactement pareil avec le layer Z-mask, mais avec une valeur de 3. Il nous reste maintenant à ajouter un petit shader qui va simplement rendre invisibles les objets Z- et X+, tout en continuant à appliquer le test de stencil. Créons ensuite un matériel à partir du shader et glissons-le sur Z- et X+. Les voilà maintenant totalement transparents. Ajoutons à notre scène principale une autre scène X plus Content que j'ai préparée pour l'occasion. Cette scène contient un premier environnement. Changeons le layer de l'objet Room pour X plus Content et réglons la lumière pour qu'elle n'éclaire que les objets du layer X plus Content. Comme le layer X plus Content n'est pas repris dans la liste des layers à afficher dans le renderer, les objets ont maintenant disparu. Pour régler ce problème et appliquer un nouveau test de stencil, retournons dans le renderer data et ajoutons un nouveau renderer feature. Il sera appliqué après le rendu des objets opaques et concerne les objets du layer X plus Content. Le stencil test qu'on va lui appliquer est le suivant. On va vérifier si la valeur de stencil des pixels affichant le contenu du layer X plus Content est égale à 2, soit la valeur appliquée par le masque X plus mask. Si c'est le cas, le pixel peut afficher le contenu, sinon il le cache. Ce test a pour résultat l'affichage de l'environnement seulement à travers la fenêtre X+, car ce sont les seuls pixels dont la valeur de stencil est égale à 2. Sur le même principe, ajoutons une nouvelle scène contenant un autre environnement qui va venir se placer à la même position que le précédent. Changeons son layer pour Z-content et adaptons la source de lumière. Comme pour l'environnement précédent, ouvrons le render data, ajoutons un nouveau render features, appliquons-le au layer Z-content et n'affichons les pixels que si leur valeur est égale à 3. Voilà le travail. Reste à gérer le problème des sols qui se superposent. Créons un layer main content et ajoutons un nouveau render feature qui n'affichera le contenu de ce layer que si la valeur de stencil est égale à 0. Du coup, tous les pixels dont la valeur de stencil est supérieure à 0 seront cachés. Voilà notre sol qui disparaît s'il est regardé à travers les fenêtres X+, et Z-. Voilà notre effet visuel fonctionnel. Reste maintenant à résoudre un puzzle. Nous avons ici deux moitiés d'un cube et nous allons positionner la caméra pour qu'il ne fasse plus qu'un. Ces deux moitiés, bien que différentes, ont le même point pivot et la même rotation. C'est indispensable pour que l'illusion fonctionne. Créons un script Puzzle Pieces. Ce script va monitorer l'orientation de la caméra pour déterminer si celle-ci est bien positionnée pour valider la pièce du puzzle. On va donc calculer deux produits scalaires, dot product en anglais,
entre le vecteur forward de la caméra et les vecteurs forward et right de la pièce. Pour rappel, le produit scalaire de deux vecteurs normalisés nous donne un float entre -1 et 1. Si deux vecteurs sont parallèles et pointent dans la même direction, le résultat vaut 1. S'ils sont parallèles mais pointent dans deux directions opposées, le résultat est -1. S'ils sont perpendiculaires, le résultat est 0. On va déterminer si une pièce est prête à être validée au moyen de 3 conditions. La première est, est-ce que le joueur regarde dans la bonne direction? Si dot product with target forward vector est plus grand que 0, c'est le cas. On va ensuite voir si le joueur est bien aligné avec la pièce du puzzle. Si la valeur absolue de dot product with target right vector est inférieure à une certaine limite, c'est bon. Et la dernière condition, que nous expliquerons dans la dernière partie de la vidéo, est que la taille de la pièce en world space soit égale à 1. Si ces 3 conditions sont résolues, bingo, la pièce est prête à être validée. Mais encore faut-il que l'autre pièce le soit aussi. Ajoutons le script à l'autre environnement et renseignons chaque partie du cube. Si on se place au bon endroit, les deux pièces sont validées. On peut même affiner la condition d'alignement en renseignant une valeur d'alignement parfaite pour vérifier si l'écart entre cette valeur et la valeur actuelle est inférieur à une certaine limite, mais ça c'est pour pinailler. Maintenant que nos deux pièces sont alignées, il nous faut un script pour valider le puzzle. Créons Puzzle Validator. Il récupère les puzzle pieces, vérifie si elles sont valides et si c'est le cas, met en surbrillance les pièces en changeant leur matériel. Et voilà notre puzzle validé. Il reste cependant un cas assez intéressant, le cas où les pièces ne sont pas à la même échelle. C'est pour ça que nous vérifions la taille réelle des pièces lors de leur validation. On va devoir zoomer sur une partie de l'environnement, mais on ne peut pas déplacer la caméra pour la mettre plus près. Il nous faut donc faire l'inverse, modifier la taille, la rotation et la position de l'environnement pour donner l'illusion du zoom. Et pour cela, il faut faire encore un peu de maths. Créons un script Zoom System. Ce script prend un transform target dont on va tirer des informations pour effectuer notre zoom. Dans la fonction zoomOnTarget, on va premièrement calculer les données du zoom, pour ensuite l'appliquer. On va déterminer un facteur d'échelle à appliquer à l'environnement pour que la cible du zoom ait une taille apparente de 1. Si la cible a une taille de 0.2, il faut que l'environnement grandisse d'un facteur 5. La rotation finale est, elle, l'inverse de la rotation de la cible. Et la position finale, plus compliquée, va combiner à la fois la rotation finale, le facteur d'échelle ainsi que l'inverse de la position de la cible. Enfin, la taille finale sera la multiplication de la taille actuelle de l'environnement par le facteur d'échelle. Pour appliquer ces changements de manière fluide, évidemment, utilisez DoTween. Les liens sont en description.
On va créer une séquence d'Outwin qui appliquera simultanément les modifications de position, taille et rotation pour un résultat professionnel. Pour déclencher le zoom, ajoutons un dernier script qui appliquera le zoom lorsqu'on clique sur le petit cube. Voilà comment recréer l'illusion et les puzzles de Mokage avec Unity. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur les render features et les stencil buffers, ainsi que différentes techniques et différents calculs que l'on peut appliquer dans Unity. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de cette série, il y a certains mécaniques qui sont vraiment très intéressants à découvrir et des jeux très sympathiques. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et un commentaire, vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. C'est comme ça que la chaîne grandit et moi ça me fait vraiment très plaisir. Cliquez aussi dès maintenant sur cette playlist pour apprendre quels sont les designs et les patterns de programmation que j'utilise quotidiennement. On se retrouve très bientôt, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, allez, bisous.